Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de la MSA. Nous allons entendre aujourd'hui des témoignages rares, beaucoup trop rares, car ce sont des éleveurs qui s'expriment peu. Et pourtant, ils vont travailler aujourd'hui avec la peur au ventre pour certains, voire même le fusil à portée de main. Eux, ce sont des éleveurs de brebis, de moutons, d'ovins de manière générale, en haute montagne. Ce sont des bergers. Alors depuis toujours, ou presque, ils font partie du décor, ils font partie de la carte postale de la montagne. Ils nous font des fromages au goût incomparable. Mais derrière la carte postale, derrière cette image idyllique, eh bien, il y a la réalité. Et pour certains, cette réalité tourne au cauchemar depuis le retour du loup dans les Alpes. Il y aurait plus de 500 attaques de loups par an, soit plus d'une attaque de loup par jour. Le loup est de plus en plus présent, il est aussi de plus en plus déterminé, il n'a plus peur de descendre de la montagne et même de menacer des hommes dans les villes. Alors, que faut-il faire face au loup? C'est une espèce protégée que l'on ne peut pas éradiquer. Et avant de lancer la question autour de cette table, eh bien, je vous propose tout d'abord d'écouter ceux qui sont confrontés tous les jours ou presque dans la montagne. Et vous allez le voir, leur témoignage est extrêmement poignant et il nous invite à beaucoup de réflexion avant de prendre position. On est face à un problème de société. La prédation du loup engendre bien entendu des conflits sociaux, des problèmes sociaux très profonds au sein des familles qui vivent ces drames. C'est carrément un pan de la société alpestre qui va disparaître. La MSA a pris l'initiative d'organiser un groupe de travail avec des éleveurs afin d'envisager donc des mesures beaucoup plus appropriées pour soutenir les familles. Maintenant, ce qui est la montagne, c'est plus qu'un endroit où il y a des tensions, où ça sent la mort, ça sent déjà l'angoisse des bergers, puis les conflits, les conflits avec les randonneurs, avec les voisins, avec toute la population. La guerre du loup, elle a déjà lieu par les mots. Entre ceux qui sont pour le loup et ceux qui sont contre, la guerre a déjà commencé. Je voulais pas y croire. Puis après, 1, 2, 3, 4, des blessés, des égorgés. Bon, après, tout de suite, on a fait le lien. On en avait déjà entendu parler, mais on ne savait pas à quoi ça ressemblait vraiment une attaque. Les attaques de loup, pour les bergers, pour les éleveurs, c'est une agression, c'est une violence. Le berger, la première chose qu'il voit, c'est ses moutons agressés, c'est-à-dire c'est des blessures, c'est la mort des moutons. Et c'est un choc émotionnel. Tout homme qui rencontre la mort se pose à lui-même des questions. Le matin, ma fille m'appelle et puis elle me dit « Papa, je me suis fait attaquer. » Vous voyez la nuance. Elle aurait pu dire « Papa, on a attaqué mes brebis. » Elle n'a pas dit ça. Elle a dit « Papa, je me suis fait attaquer. » Eh bien, il faut que tous les gens comprennent ça. Vous vous rendez compte comme ça l'a touché, ma gamine? Eh bien, normal. Pour un peu, on m'aurait dit, mais ferme ta gueule. Tu vas être indemnisé. Indemnisé de quoi? Du mal qu'on peut faire à nos enfants. C'est tout ça qu'on ne saisit pas. Quand on subit l'attaque, on l'a subi nous, quoi. Même si c'est nos bêtes, c'est nous. Parce qu'il ne faut pas croire. C'est pas, nous, on ne les regarde pas comme de la viande, nos bêtes. J'ai un fils qui est souvent avec moi. Lui s'est fait taper la sienne. Quoi. Quand il arrive le matin, on va lui dire ta brebis, hier soir, elle y a eu droit. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de ce que c'est de trouver une bête qui est à moitié bouffée et qui vit encore. C'est quelque chose d'insupportable. Personnellement, les attaques, j'ai l'impression de les vivre seule, d'être isolée, d'avoir cette souffrance, de
déjà de découvrir mes brebis égorgées, et de la scène, quoi, la scène qui est horrible. Et puis les odeurs, les odeurs de la mort qui... Voilà, qui... Il massacre. Il n'attaque pas, il massacre. La deuxième attaque, les agents estimaient à 10 kilos de viande de manger sur 14 bêtes de tues. Il y en a, ils étaient juste saignés. Et ils ne les achèvent pas. On les achève nous. Et ça, c'est compliqué. De plus en plus, les éleveurs, dans leur pratique au quotidien, ils sont attentifs au bien-être animal et c'est aussi imposé par la loi. Là, je ne sais pas où est le bien-être animal, hein, quand on a des brebis qui agonisent pendant des heures et qu'ils doivent les tuer parce que le loup n'a pas fini le travail, c'est quand même compliqué. Même si à un moment donné, on va les vendre, c'est notre vie, c'est le système qui est comme ça. Ce qui s'y passe à l'abattoir, je veux dire, faut le faire tout dans le respect. Nous, les bêtes, on les fait pas souffrir. Les seuls qui les font souffrir, c'est les loups. L'augmentation de la prédation est continue. Depuis 2 ans, elle a encore été multipliée par 2. On est bien vraiment dans une dynamique où les moyens de protection sont en place et où les attaques continuent d'être très importantes. Les éleveurs ont dû donc acheter des chiens de protection, des patous, qui finalement, sur le plan touristique, nous posent plus à nous de problèmes que le loup. On a de plus en plus de personnes qui viennent signaler qu'ils ont été poursuivis par des chiens de troupeau qui font leur travail. Hein. Pour l'instant, on est quasiment tous, on va dire, équipés en patou, on va dire, les Sébastien. Donc eux, ils ont un comportement vis-à-vis du troupeau de protection, mais une protection immédiate. Une fois que le loup est parti, tac, lui va revenir. On voit arriver les Kangyals, bergers d'Anatolie. Et c'est plus du tout la même soupe. Alors si demain, ils veulent qu'on mette tous des Kangyals, des chiens turcs, c'est des tueurs de loups. Il y en a déjà quelques-uns dans la vallée. Ouais, ils vont à la chasse. Mais il n'y aura pas que le loup qui sera mangé. Le chien du touriste repartira pas vivant. Hein. Qui est responsable? L'éleveur. Qui va devant les tribunaux? L'éleveur. Ce chien, il est à qui? À l'éleveur. On va pas se poser la question alors que on n'a rien demandé. Le loup savait très bien qu'au-dessus de lui, il y avait l'homme qui était son premier prédateur. Et aujourd'hui, l'homme est devenu l'organisateur du garde-manger pour le loup. Ce qui fait que le loup a un autre comportement. Avant, oui, on avait des attaques. Bon, c'était dans les alpages, c'était quand même éloigné. Que là, ça commence à être de plus en plus près des habitations. Petit à petit, plus il y aura de loups, plus ils auront besoin de manger, plus ils se rapprocheront des maisons. Enfin, ils n'ont plus la peur de l'homme. C'est la première fois que je le voyais et je le voyais attaquer mon troupeau. C'était en pleine journée, il était à 200 mètres de moi et la seule chose que j'ai faite, c'est de hurler pour le faire fuir, mais ça a pas... Enfin, ça a échoué, quoi. Maintenant, on a des attaques en pleine journée, donc ouais, quand on est en montagne, on a la carabine pas loin, quoi. Au cas où, et je sais que demain, si j'ai l'occasion de le mettre par terre, je le mettrai par terre, c'est sûr. J'hésiterai pas une seconde. C'est l'objet de la honte. J'ai l'impression que le reste de la société, il avance et moi je recule, quoi. J'ai l'impression d'être il y a un siècle en arrière. J'imagine dans quelques mois, je vais mettre au monde mon bébé. J'aurai d'un côté la carabine, de l'autre côté le siège auto. Enfin, que ce soit au niveau de mon troupeau, je me rends à mon troupeau avec mon bébé. Je crains pour ma sécurité. Parmi les éleveurs qui ont subi des attaques, beaucoup n'arrivent plus à retourner sur les lieux d'attaque, n'arrivent plus à imaginer notamment de remonter en alpage avec leurs bêtes. Ma femme me dit tous les jours, ça commence à te tourner la tête, mais c'est vrai. Ça nous tourne la tête parce qu'on ne sait pas l'issue, on voit que l'issue, elle va être fatale pour notre exploitation.
Et ça c'est le pire. D'année en année, ça s'empire. Donc ça peut pas... Forcément, la solution des gens de l'entourage, c'est arrête tout, quoi. Les éleveurs en montagne, ils sont vraiment au cœur des territoires. Avec le pastoralisme, ça réduit les risques d'avalanche, d'incendie, on a des produits de super qualité. C'est ce qui est en contradiction avec les gens qui défendent le loup, c'est que tout le monde veut du bien-être animal, tout le monde veut des produits locaux avec une identité territoriale, et finalement, on ne voudra plus qu'on aille en alpage. Et là, avec le loup, ce qu'on va arriver, c'est où on arrête, ou alors ça va être ce qu'on appelle du zéro pâturage, les bêtes à l'intérieur et nourries avec des remorques d'herbe, et puis voilà, quoi. On fera des usines à animaux, quoi. On sera plus dans de l'artisanat, on sera plutôt dans de l'industriel. Qu'est-ce que la société souhaite? Avoir la biodiversité qui fait la valeur de nos montagnes, nous produisons sur un environnement d'exception, ou est-ce que nous allons accepter que les Alpes du Nord deviennent une vaste friche? Le risque, ça va être, c'est que ça va très mal finir. Ça pourrait vite dégénérer, oui. Il y a les pour, les contre, et puis la tension monte entre eux. On est en colère. On va être dans une escalade de violence. Là, les gens sont déjà tous armés pour tirer les loups. Je prends le fusil, puis je vais tuer le patou qui est dans le champ. Ça se finisse à coup de fusil. Vous savez, les gens désespérés sont incontrôlables. Parce qu'en fait, on supporte des choses Un jour, il arrivera un accident. tellement dures que... On peut pas jouer comme ça avec la vie des gens. Pour moi, la guerre des loups, ça peut être ça aussi. Hein. Un jour, un gars, il est pendu dans la grange. Quelle est la solution? C'est une question un peu compliquée. La pire des solutions, c'est que les montagnes soient abandonnées et puis qu'il n'y ait plus d'élevage, quoi. Et moi, j'ai encore espoir que ça n'arrive pas. La MSA cherche à épauler ces personnes, à les aider à prendre des contacts avec des professionnels, psychologues, médecins, mais aussi, ce qui est important, c'est de les écouter, que tous les partis, entre parenthèses, écoutent ce qui leur arrive. Je pense que ça serait relativement simple quand même d'essayer de s'entendre. Dans l'absolu, nous, on ne va pas demander l'éradication, mais baisser la pression, baisser le nombre de loups. Le pastoralisme est aussi important que la présence du loup sur le territoire. Il me semble important que tout un chacun puisse être sensibilisé à leur travail et tolérer un petit peu plus les chiens de protection, les filets, l'utilisation des parcs. Pas leur jeter la pierre, puisque tout leur travail consiste à protéger leurs troupeaux. On a l'impression de ne pas être compris, en fait. Qu'on est les méchants et qu'on veut exterminer une espèce, alors que c'est pas du tout ça, en fait. Si on fait tout ça, c'est pour justement protéger notre boulot, en fait. Enfin, moi, je reste persuadé qu'on est indispensable à l'écosystème et puis à la diversité qu'on a sur notre milieu. Je suis peut-être très optimiste, hein, mais je préfère rester optimiste d'ailleurs. Mais je pense que demain, on sera toujours là. Pour ma part, j'aime tellement ce métier, c'est quand même une passion. Hein, donc je pense que nos parents, ils se sont battus avant aussi, et c'est à nous de se battre et on va pas baisser les bras, quoi. Voilà, témoignage extrêmement poignant. Et à nos côtés, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Philippe Brossat parmi nous, qui est l'un des intervenants de ce film. Merci. Vous travaillez dans la vallée de la Maurienne. Vous êtes avec nous aujourd'hui depuis le plateau de la MSA au Salon d'agriculture à Paris. Vous témoignez dans ce film. Vous évoquez la peur que vous avez eue pour votre fille, notamment. Et vous dites même que pendant des semaines, vous avez eu peur du téléphone qui sonnait. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que ma fille, comme tous parents, elle est très importante pour la vie de la famille. Et donc elle s'est installée en 2016. 2 jours après, elle subit sa première attaque. Donc elle s'y attendait un petit peu, malgré tout c'est assez surprenant. Donc elle m'appelle, c'est 7h30, 8h le matin quand elle va voir ses bêtes. Et puis donc comme je le lis dans le film, elle me dit je me suis fait attaquer. Bon, c'est même pas ses brebis, c'était elle au plus profond d'elle-même qu'elle s'est fait attaquer. On a fait ce qu'il fallait faire, hein, on l'a soutenue, on est allé ramasser les bêtes, on a fait des déclarations, on a géré au plus près, au plus rapide. Mais
Bon, moi, je n'ai pas été indemne de tout ça parce que je ne vous cacherai pas que pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, on va dire de 7h jusqu'à 8h30, 9h, dès que mon téléphone sonnait, je sursautais. Je me dis, c'est encore elle, c'est encore une attaque. Et vivre pendant 3 semaines avec cette pression-là, ça laisse des traces, ça fait du dégât. C'est terrible, hein. Colette Violent, vous êtes administratrice à la MSA des Alpes du Nord. Vous avez été agricultrice dans les Alpes, entre Chambéry et Albertville. Et vous êtes, j'ai envie de dire, surtout une amoureuse de la montagne. Le loup, vous n'y pensiez pas plus que ça. Jusqu'au jour, je ne sais pas si vieux que ça, d'ailleurs, vous êtes allé vous promener en montagne et indirectement, vous avez été confronté au loup. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé ? Oui, exactement. Je ne voulais pas passer au bord d'un lac parce que j'avais un sac à dos et il n'avait plu, le chemin était étroit et je me suis dit je vais remonter le petit ruisseau parce qu'en été le ruisseau ne donne pas beaucoup d'eau et je traverserai bien un endroit possible, même si je tombe, je n'irai pas dans le lac. Et au détour d'un rocher, je me suis trouvée avec 7 brebis par terre, certaines les pattes en l'air, d'autres tout l'arrière arraché. Je me serais crue à la boucherie en voyant tout l'arrière, les gigots de ces brebis. Et en face de l'autre côté du torrent, encore une brebis toute sanguinolente autour du cou, qui avait encore les 2 oreilles qui bougeaient un tout petit peu comme ça et qui me regardait. J'ai fait demi-tour et je suis allée j'ai rebroussé chemin pour aller à un chalet, pour aller prévenir le berger que je savais qu'il venait assez souvent au chalet. Et il y avait une famille qui arrivait avec ses enfants et je leur ai dit non, passez pas par là. Mais les éleveurs m'ont dit que je n'avais pas bien fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en y repensant, je n'ai sûrement pas bien fait parce qu'il aurait fallu aussi que ces gens, avec leurs enfants, voient ce que c'était qu'un dégât du loup, la souffrance animale. Tuer ces bêtes pour rien du tout parce qu'il ne les avait pas mangées. Hein. Combien était-il? Je n'étais pas là. Mais disons que j'ai vraiment vu de près ce qu'était une prédation du loup. Et vous dites même que pendant des semaines, cette image, cette brebis qui était sanguinolente, qui n'était pas morte, qui vivait, elle vous revenait dans la nuit. Tout à fait. Le sujet du loup, ça a toujours été un sujet compliqué, c'est un sujet presque tabou, parce qu'il y a l'image du loup, il y a la pression écologiste, il y a l'envie de défendre une biodiversité. Le loup, c'est devenu aussi une sorte de symbole de la biodiversité. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à la MSA, à briser le tabou du loup ? Eh bien, écoutez, la MSA est un organisme de protection sociale, comme chacun d'entre vous, je pense, le savez. Donc nous développons de l'action sociale. Et là, nous avons pensé qu'il fallait vraiment aller aux côtés, rencontrer et être aux côtés des éleveurs et des bergers pour les aider à surmonter les difficultés qu'ils vivaient face aux attaques à la prédation du loup. C'est quoi leurs difficultés très concrètement ? Des difficultés, quand on les rencontre, ils ne parlent en famille, ils ne savent parler que du loup. À table, on parle du loup devant les enfants. Et lorsqu'on rencontre de la famille ou des amis, on ne peut plus parler du loup. Parce qu'on n'a pas la même vision quand on est éleveur que quand on est simplement amis, parents de la famille, mais qui ne vivons pas de l'élevage. Marie-Paul Le Guen, vous travaillez à la MSA des Alpes du Nord, vous êtes en responsabilité du secteur sanitaire et social. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le loup est devenu un problème de santé ? Et j'insiste bien sur les mots, ce n'est pas un problème écologiste, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de santé pour des éleveurs et pour leurs familles. Voilà. C'est aussi un problème de santé. Hein. C'est bien sûr un problème économique pour les éleveurs, mais c'est aussi un problème de santé. Et c'est pour ça que la MSA, comme l'a dit Colette Violent, est aux côtés des éleveurs. Parce que ces éleveurs, en fait, quand une attaque vient de se produire, ils se sentent très seuls. Ils sont très seuls face à cet événement. Et tout d'un coup, ils éprouvent des émotions et ils n'osent pas les partager avec leur entourage. Et ils n'osent pas dire je n'arrive plus à dormir, j'ai peur. J'ai peur de retourner sur l'alpage parce que ça, c'est compliqué de se trouver de nouveau confrontés seuls à l'élevage. Donc, ils sont, en fait, et c'est ce dont on a pris conscience quand on a travaillé avec eux, dans un stress post-traumatique. Vous dites que le premier travail que vous avez mené avec les éleveurs, les agriculteurs qui sont confrontés au loup, les éleveurs, les salariés, les bergers aussi, c'est de leur faire comprendre et de leur faire admettre
qu'ils sont victimes. Pourquoi ? Alors, on est allé à leur rencontre et on les a d'abord écoutés. Et on leur a dit de quoi vous avez besoin. Parce que nous, on ne sait pas finalement de quoi ils ont besoin. Et c'est en les écoutant que tout d'un coup, d'abord, on a entendu leur colère, parce qu'ils étaient très en colère, parce qu'ils sont très seuls. Et puis, peu à peu, on a fait connaissance. Et moi, j'ai compris, et je leur ai dit ce que j'avais compris, qu'en fait, ils étaient victimes des attaques. Et pourquoi j'ai compris ça ? Parce qu'ils nous disaient, le loup, c'est un animal de guerre, c'est un tueur, et il vient nous attaquer. Et donc, nous, on est victimes de ces attaques, et de me l'entendre dire, ils en ont pris conscience. Et on a pu parler de ça, et les familles sont témoins, c'est-à-dire qu'ils vivent la souffrance des éleveurs, des bergers qui sont leurs parents ou leurs conjoints, et donc ils sont témoins. Et eux aussi, ils sont à prendre en charge. Philippe Brossat, c'est vrai que vous n'aviez pas la sensation d'être victime du loup. C'est compliqué de se dire « je suis victime du loup ». Ce qui est surtout compliqué, c'est de le faire sentir aux autres qu'on est victime. C'est-à-dire sentir aux autres, vous dire à vos amis, à vos entourages, aux gens du bourg. C'est exactement ça. Nous, on le prend, on emmagasine. Le plus compliqué, ça a été, c'est pour ça que nous, en tant qu'éleveurs, au niveau du syndicat Ovins 73, on a été partie prenante quasiment tout de suite de la proposition de la MSA. On s'est saisi de la proposition de la MSA pour essayer de discuter, pour essayer de rentrer un petit peu en contexte, de se médiatiser un petit peu pour qu'on nous entende, pour essayer de porter cette parole. Donc c'est vrai, comme disait Marie-Paul Le Guen, nos premières réunions, ça a été tendu, parce que c'est dit, nous, ça fait 20 ans qu'on se fait taper, et vous bougez maintenant. Parce que le loup, c'est pas aujourd'hui. Le loup, ça fait 20 ans, les premières attaques, elles ont 20 ans. Voilà, les gens ont vécu ça depuis très longtemps. Donc le but du jeu, c'était de dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de libérer cette parole entre nous, déjà, pour se dire, on est attaqué, mais effectivement, ce qu'on ressent, c'est pas de la honte, c'est pas une honte, c'est pas bizarre, c'est juste normal. On est touché, et on est touché au plus profond de nous suite à une attaque de loup. Et ça, c'est très compliqué dans le milieu agricole de parler de ça. Et pas que dans le milieu agricole. Philippe Brossat, vous dites le loup, ça date pas d'aujourd'hui, d'hier, ça date d'il y a 20 ans. 20 ans que les gens vont bosser avec la peur au ventre. On voit aujourd'hui, certains sont obligés de s'occuper de fusils, sont obligés de s'occuper de chiens pour se défendre. Et surtout, 20 ans que personne ne vous comprend. C'est-à-dire nous, les urbains, qui ne voyons pas de loup autour de nous toute la journée, on trouve que le loup, c'est magnifique, c'est un bel emblème de la nature, c'est la biodiversité. Il a bien droit de revenir dans sa montagne. Mais vous êtes en face de ça et vous entendez notre discours, et chaque fois que vous venez vous plaindre ou essayez de vous plaindre, on dit mais non, laissez le loup là où il est. C'est ça qui est très dur. C'est d'autant plus dur, c'est qu'on est devenu hyper méfiant. Parce qu'à chaque fois, on s'est fait remballer, à chaque fois, on nous a renvoyés dans les cordes en disant de toute façon, c'est comme ça, il y a de l'indemnisation, vous n'avez pas le choix. Le loup, s'il revient de manière naturelle, il faut vous adapter, adaptez-vous. Alors c'est sûr qu'au début, il y avait une opposition, on ne va pas s'adapter. Maintenant, nous, on met en place des moyens de protection, les patous, les filets, les bergers, les aides-bergers. Mais on voit que malgré tout ça, ça continue. Les attaques continuent. Et comme dit Colette, effectivement, ça crée d'autres problèmes. Mais ce qui est, pour moi, ce que je ressens, une espèce de grosse injustice, c'est on y prend tout sur nous alors qu'on n'a rien demandé. Nous, on est des victimes. On n'est pas là pour se plaindre, mais on est des victimes et on ne demande rien, on n'a rien demandé. On nous impose du travail supplémentaire, de la souffrance, du mal à nos bestioles et à nos enfants. Marie-Paul Le Guen, c'est ça qui est très difficile. C'est la double peine pour les éleveurs qui sont en haute montagne, pas qu'en haute montagne, l'Auvergne, etc. Il n'y a pas que les Alpes qui sont concernées. Ils vont bosser avec la peur au ventre, ils vont bosser avec leurs fusils. Ils n'ont même pas le droit de se plaindre. Et en plus, s'ils osent l'ouvrir pour se plaindre, il y a le grand public, les urbains qui leur tombent dessus en disant « mais vous n'allez pas vous plaindre quand même pour quelques loups qui se baladent dans la montagne ». Ouais, et ça, c'est vrai que c'est pour ça. Enfin, voilà, on a travaillé avec eux, on a compris ça, parce que c'était pas. Enfin, moi, je connaissais pas ce sujet, et c'est eux qui m'ont appris, c'est pas le contraire. Et en fait, en réfléchissant ensemble, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour faire passer ce message. Déjà entre eux, pour que eux, ça soit autorisé de se dire je suis pas bien.
Et qu'est-ce que je peux faire? Donc on a essayé de produire un petit guide. Oui, on va en parler tout à l'heure. On va parler tout à l'heure de ce guide. C'est vrai que ça a permis la mise en mots. Et pour faire ce guide, on a recueilli leurs paroles. Et toute dernière chose, mais je trouve que c'est important, il y a une jeune femme qui est éleveur dans ce film, qui me dit, moi je vais travailler avec ma carabine tout en étant enceinte. Et en plus, elle me dit, mais quand j'en parle à mes amis, quand j'en parle à mes proches, ils me disent tous, arrête, pourquoi tu t'embêtes? Arrête, change de métier, quitte la montagne. Et ça, c'est encore plus dur pour elle. Et c'est aussi ça que j'ai découvert, c'est que ces éleveurs, ces bergers, ils aiment profondément leur métier. Et leurs élevages, leurs exploitations, souvent, elles ont été transmises de génération en génération. Lâcher, c'est pas lâcher seulement un métier, c'est lâcher un savoir-faire et lâcher l'histoire d'une vie. Donc c'est pas simple. Et comme ils aiment leur métier, comme ils aiment la montagne et comme ils connaissent la montagne mieux que personne, bien mieux que les touristes qui viennent la visiter, alors c'est très compliqué. Donc c'est vrai que c'était important pour nous déjà de le comprendre, de leur dire qu'on le comprenait. Ça a été un dialogue très enrichissant pour les uns et les autres. Et c'est vrai qu'ils aiment leur métier. On a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui, lui, n'est pas agriculteur, mais universitaire. Jean-Marc Morisseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université de Caen. Alors, on n'est pas en montagne, mais tout de même, spécialiste de la ruralité. Et c'est aussi important, spécialiste du loup. Vous avez écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Alors, nous, on a tous l'image gentil du loup, du petit chaperon rouge, mais vous avez une image beaucoup plus réaliste d'historien qui a été travaillé, les archives, les procès. Le loup, c'est 3000 attaques sur l'homme que vous auriez retrouvées? Beaucoup plus. Il suffit que regardez sur Internet le site Homme et Loup. Il arrive en première page chez Google. Il est unique dans le monde et vous tombez sur 15 000 victimes humaines du loup recensées en France entre le 15e siècle et le début du 20e siècle. Alors il faut faire attention, il y a deux types de victimes de loup. Quand le loup est enragé, évidemment, il attaque sans contrôle en quelque sorte de lui-même tous les êtres vivants qu'il rencontre sur son passage, dans des conditions effrayantes, les hommes comme les animaux, quel que soit leur âge. En revanche, il y a des loups prédateurs également. Cela existe, même si on veut le nier, même si aujourd'hui, on a une amnésie collective à l'égard de ces milliers d'enfants et de ces centaines de femmes qui étaient dévorées tous les 10 ans au XVIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, encore au XIXe siècle, en France bien sûr, mais en Italie aussi, en Roumanie, en Espagne et un peu partout. Alors ça c'est important de le rappeler. Là, on a beaucoup parlé des éleveurs, de l'attaque de moutons, de brebis. Vous dites attention, le loup il n'attaque pas que des moutons et des brebis dans la vraie vie, et lorsqu'il était encore plus présent sur le territoire. Mais bien entendu, d'abord le loup peut attaquer l'homme. Simplement, les conditions sont peu réunies actuellement parce que l'homme, en quelque sorte, apparaît quand même comme quelqu'un qui n'envoie plus ses enfants garder les troupeaux. Il ne sème plus, en quelque sorte, des proies faciles pour le loup. Les enfants, en principe, ils vont à l'école. Ils sont beaucoup mieux nourris que ceux du XVIIe, XVIIIe siècle. Bref, le risque, il ne faut pas dire qu'il n'existe pas, il faut dire qu'il est très rare. En revanche, le loup est un animal carnivore opportuniste. On ne comprend pas que la société puisse s'étonner que des loups attaquent des génisses ou des veaux. Des chevaux. Et des chevaux, bien entendu. On a l'impression que l'opinion considère que si le loup attaque des moutons, c'est bien fait pour les moutons parce que les moutons sont des êtres vils, au bas de l'échelle, en quelque sorte, de notre imaginaire, dans la position des animaux. Ce qui est complètement aberrant. Mais ça correspond bien à beaucoup de citadins qui considèrent que les moutons ne font pas partie de la biodiversité. Ils ont d'ailleurs tort. Mais par contre, que les loups viennent attaquer des vaches, là, on n'est pas tout à fait d'accord. Or, les loups attaquaient et avaient tué 10 000 vaches par an jusqu'au 19e siècle, 100 000 moutons et 10 000 chevaux. Alors que les loups attaquent les chevaux, là, ça gêne les gens des villes parce qu'effectivement, les centres équestres, quand il y a une jument ou un poulain attaqué, c'est extrêmement rare. Mais ça arrive. Évidemment, ça compromet un peu les intérêts des gens des villes. Alors que dans l'histoire, tout le monde était conscient, évidemment, que le loup est un animal carnivore dangereux. Qu'on habite la campagne ou la ville, qu'on habite les capitales ou les banlieues, tout le monde se liguait pour essayer de repousser le loup. C'était vraiment
un objectif collectif que l'humanité s'est assigné depuis 2000 ans. Alors Jean-Marc Morisseau, on va le dire, le loup, il a aussi des spécificités en tant que prédateur. Alors, on dit en général, un animal ne va tuer que ce dont il a besoin pour se nourrir, il ne tue pas plus. Dans le cas du loup, c'est pas tout à fait ça. Évidemment, les biologistes et les éthologues vous le diraient, le loup a un comportement de prédateur, c'est-à-dire que quand il attaque un troupeau de moutons, eh bien, il va en quelque sorte attaquer, blesser et tuer souvent, pas toujours, mais souvent, beaucoup plus d'animaux qu'il en a besoin pour consommer. Pourquoi ? Parce que face à un loup, un troupeau de moutons, en quelque sorte, est pris de panique, en quelque sorte. Évidemment, il ne résiste pas. Il n'a pas de comportement, en quelque sorte, de défense. Et donc, le loup, en quelque sorte, voit son instinct de prédateur accru par, justement, les moutons. Et si bien qu'il va pousser des moutons à sauter sur les falaises, à leur faire, évidemment, extrêmement peur, et il va en dévorer ou bien en blesser mortellement ou très dangereusement plusieurs, et quelquefois des dizaines. Ça s'appelle le surplus killing. Et ça, dans l'histoire, j'en vois au XVIe siècle, au XVIIIe siècle, comme aujourd'hui, malheureusement, une minorité, en quelque sorte, sur qui pèsent les choix de société. Que dis-je ? Ce ne sont pas des choix de société, c'est des choix de quelques groupes dirigeants imposé à la société, ce retour protégé du loup. Il n'a rien de naturel, le retour du loup. Il n'y a plus de nature depuis que l'homme, en quelque sorte, civilise, en quelque sorte, l'humanité. Simplement, le statut juridique du loup a changé et le loup, effectivement, bénéficie d'un retour protégé. Et ce retour protégé, il est imposé à une petite minorité de la société qui en paye de plein fouet toutes les conséquences, y compris dans sa vie sociale. Alors vous nous dites que le loup est un animal d'ailleurs très intelligent, il sait percevoir les rapports de force par rapport aux autres, et il y a un témoin qui nous disait très justement dans le film de tout à l'heure, jusqu'à présent le loup il avait surtout un prédateur, et ce prédateur c'était l'homme. À partir du moment où l'homme n'a plus chassé le loup, n'a plus le droit de chasser le loup n'a plus de prédateur et il fait ce qu'il veut. Mais ce témoin a entièrement raison. Consultez des historiens, ils vous montreraient que quand l'homme est uni, et quand l'homme fait la chasse au loup, véritablement, le loup recule et les attaques sur le bétail se replient. En revanche, quand l'homme se divise, quand il y a des guerres civiles, quand il n'y a pas de battu au loup, quand effectivement le loup voit des failles dans l'humanité, il voit des espaces où il peut s'immiscer, il voit le rapport de force changer. Le loup est capable de voir que finalement, il peut exploiter ce rapport qui est à son avantage. Et on a effectivement des attaques sur l'homme, des attaques sur le bétail, sur le gros et le menu du bétail, plus importantes. L'histoire vous le montrerait en France, mais en Europe également. Ce n'est pas un cas français. Toute l'Europe est concernée par cette question et c'est une erreur de croire que c'est un problème hexagonal. Marie-Paul Le Guen, Colette Violent, on va revenir sur la santé des éleveurs, puisqu'on est sur le plateau de la MSA. Vous avez édité une brochure, notamment pour les aider, pour mieux réagir face au loup. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à travers cette brochure ? Alors, cette brochure s'appelle « Une attaque de loup, que faire ?» Alors, bien sûr, il y a des démarches administratives à faire auprès des services de l'État pour déclarer l'attaque. Mais nous, ce qui nous a préoccupés dans le groupe, c'est de dire comment je fais pour me protéger avant la montée en alpage, parce que ça se prépare. C'est repérer ses alliés, repérer les personnes de confiance sur qui on peut compter et qu'on pourra appeler au cas où. C'est aussi effectivement se dire que si on ne dort pas bien la nuit après une attaque de loup, que si les enfants se réveillent en pleine nuit, ce sont des signes d'alerte. Ce qu'on a essayé de faire avec ce guide, c'est donner les signes d'alerte pour que les éleveurs ne se sentent pas à l'écart, mais que c'est normal. Comme le disait Philippe tout à l'heure, c'est normal. Et donc, il faut prendre soin de soi. Et donc, c'est pour ça qu'on a 5 éleveurs en Maurienne nous aident. On les a aidés, nous, à se former à l'écoute active pour recevoir la détresse de leurs collègues. Et nous, en MSA, on peut prendre le relais pour aller aider, proposer de l'aide aux éleveurs qui le souhaitent et qui nous le demandent par d'abord une écoute, nous-mêmes. On a aussi des relais avec la DDT pour parfois demander des tirs de défense sur certains troupeaux. C'est
c'est tout ce partenariat qui fait que les éleveurs se sentent soutenus. On travaille avec la médecine du travail, les assistantes sociales de la MSA sont sur le pont, les psychologues, nos élus. Tout le monde est sur le pont pendant toute la période d'alpage pour, au cas où, être là à leur côté et leur apporter de l'aide. Et c'est surtout de la mise en mots qui va vraiment les aider. Colette Violent, le choix a été fait de former des éleveurs veilleurs, vous avez appelé ça, c'est-à-dire des personnes dont les éleveurs ont les numéros de téléphone. Si je suis attaqué par un loup, si je ne dors pas bien la nuit, si je me sens traumatisé, je peux les appeler. Pourquoi ce choix-là? Et pourquoi pas d'ailleurs celui d'une, je sais pas, une ligne rouge ou une ligne de psychologue? Parce que je pense qu'on est plus à l'aise avec des gens qui font le même métier, qui ont les mêmes soucis. Et certains n'appellent pas, comme je vous le disais, n'appellent pas forcément, mais viennent opportunément voir un éleveur de cette liste. Et puis au fil de la conversation, arrivent à exposer leurs problèmes. Ils ont du mal à déclencher le téléphone, mais ils vont quelquefois vers l'éleveur. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à parler. Et l'éleveur sent que... celui qui est en face, l'écouteur, excusez-moi, eh bien, sent qu'il est un petit peu en détresse et à ce moment-là peut l'aider pour lui donner pas des conseils, on ne donne pas de conseils. Simplement, on peut passer le relais avec le personnel de la mutualité sociale agricole, qu'il soit médecin du travail, qu'il soit préventeur. Après, on peut les adresser vers des psychologues ou des choses comme ça. Philippe Rossan, en quoi ça change la donne? Moi, je pense que le mot veilleur, il n'a pas été choisi comme ça par un coup de baguette magique. Effectivement, de la part de la MSA, on a été formé à l'écoute active, même s'il faut quand même qu'on reste très humble. C'est un vrai métier d'accompagner les gens en détresse. Donc nous, on n'est qu'un relais. On est des facilitateurs. Mais moi, le mot veilleur me va très bien parce que les 5 personnes qui sont là, enfin moi personnellement, je reçois de la DDT toutes les attaques, avec les noms des personnes, les victimes. Et je fais un travail tout bête, je visualise tous les jours qu'il y a une personne, elle a été attaquée aujourd'hui. Et on a une attaque demain, tous les jours comme ça. Aujourd'hui, le lundi, le mercredi, le jeudi. Peut-être que si jamais ça se reproduit, je vais peut-être l'appeler un petit coup. Si on n'a pas ce relevé, on ne sait pas qui est attaqué. On sait que les collègues se font attaquer de bouche à oreille dans les montagnes, on arrive à le savoir. Mais on n'arrive pas à visualiser, à quantifier le nombre d'attaques. Et ce qui est important, et ce qui est compliqué surtout, c'est de rentrer en contact avec ces personnes. J'ai un exemple très précis. 1, 2, 3 attaques. Appeler au téléphone, c'est un petit peu compliqué. Texto, ça marche bien. J'envoie un message, un deuxième. Je peux t'appeler 1 fois, 2 fois. Au bout de 3 fois, on n'insiste pas. On ne va pas non plus rentrer chez les gens, s'introduire chez les gens si on n'en donne pas l'autorisation. Et j'ai revu cette personne un petit moment après, une fois que ces attaques étaient passées. C'était le tour de quelqu'un d'autre. Et elle m'a dit, t'aurais dû venir me voir. T'aurais dû pousser cette porte. C'est compliqué de pousser une porte de quelqu'un qui ne veut pas l'ouvrir. Hein. On met le pied dedans, puis à des fois, on la force, on la prend dans la figure. Hein. Oui, puis on est dans des métiers de solitude, on est dans des personnes habituées à la solitude. C'est ça, donc c'est très compliqué. Et ce petit bouquin, peut-être crée du lien, arrive à tisser les choses entre nous. On dit, tiens, peut-être qu'on ressent un jour, il va m'appeler. Voilà, c'est plus facile. Marie-Paul Le Guen, il y a le fait d'écouter, c'est la première chose, écouter une personne qui est en souffrance, ça l'aide quand même à aller un petit peu mieux, mais des fois ça ne suffit pas. Aujourd'hui, vous apercevez que ça ne suffit plus. Vous avez mis en place d'autres aides. Alors, on parle beaucoup des éleveurs, mais aussi des bergers. On a des salariés qui vont travailler dans ces alpages et qui, pour beaucoup d'entre eux, une fois qu'ils ont été attaqués, ne veulent plus y monter. Ils ont trop peur. Et là, vous proposez des aides au répit. Ça marche comment? Alors, l'aide au répit, c'est permettre à l'agriculteur, ou au berger, d'avoir un remplacement sur l'alpage. C'est-à-dire que ça lui permet de quitter l'alpage pour respirer, faire autre chose. Donc on paye ces journées de remplacement, la MSA paye ces journées de remplacement sur les budgets de l'action sociale. Et parallèlement, on essaye de voir avec eux, d'organiser avec eux une bouffée d'air. Ça peut être très simple. Ça peut être notamment partir en week-end en famille. Et à ce moment-là, l'action sociale de la MSA, suivant les revenus de la personne, va permettre de concrétiser ce projet. L'idée, c'est
de pouvoir respirer, de voir autre chose, de se retrouver en famille aussi, parce que ça, la famille, c'est aussi un point d'ancrage qui permet d'aller mieux. Donc c'est des séries de mesures. Ça peut être aussi, par exemple, on peut proposer à une maman qui ne va pas bien à ce moment-là, une aide à domicile. Nous, si vous voulez, on invente. On essaye d'être inventif et de pouvoir être là où ils en ont besoin. C'est vraiment notre boulot, c'est d'être au plus près du besoin. Et nos élus nous aident aussi à ça parce qu'ils sont complètement au fait de ces difficultés. Et parfois, on fait des demandes un peu d'aide, un peu exceptionnelles. Ils sont aux côtés des éleveurs parce qu'ils disent oui. Jean-Marc Morisseau, on voit que les éleveurs sont menacés. D'ailleurs, certains ont peur aujourd'hui de repartir dans les alpages. Vous dites en tant qu'historien, le loup, lui, en revanche, lui, n'est plus menacé. On le voit d'ailleurs, il s'approche de plus en plus des villes. Dans l'actualité proche, il y a une quinzaine de jours, enfin, on a eu quelques temps dans les Alpes du Sud, on a vu un jeune homme de 16 ans qui a été menacé. Puis il y a une quinzaine de jours, à mi-février, c'est un loup qui a été abattu au centre-ville de Bormes-les-Mimosas, dans le Var, alors là, vraiment en pleine zone urbaine. Il passait près d'un camping en pleine zone touristique, un loup apparemment très agressif. C'est un phénomène qui vous surprend ou pas, cette avancée des loups maintenant bien au-delà des montagnes et des territoires ruraux? Mais pas du tout. Comme je vous ai dit, il y a un rapport de force entre l'homme et le loup. Si l'homme, en quelque sorte, ouvre une brèche, et là c'est plus qu'une brèche, l'homme a inversé complètement le statut juridique du loup. Pendant des siècles, le loup était une espèce nuisible. Non seulement une espèce nuisible, mais le pire des nuisibles. Depuis 50 ans, le loup est devenu une espèce protégée. Non seulement une espèce protégée, mais une espèce strictement protégée. Un emblème de la biodiversité. Comme les hommes, ou plutôt les quelques groupes qui ont décidé à la place des hommes, au point de vue juridique du statut du loup, n'y sont pas allés avec la petite cuillère, et ni dans la nuance. Ils ont inversé complètement le statut. Maintenant, il est évident que le loup peut librement, en quelque sorte, se développer. Et donc encore, ce loup qu'on voit là, que nos confrères de Var-Matin ont publié et qu'on voit dans Mais il y en Bormes-les-Mimosas, aura c'est pas une d'autres. surprise. Mais Il y en non, aura d'autres, mais à votre bien avis? entendu, il y en aura d'autres. Et s'il n'y avait pas eu de braconnage depuis 25 ans, il y aurait eu non pas 450 loups aujourd'hui, mais 1 millier au moins. Hein. Or, le braconnage est interdit puisque pendant des siècles, on avait une prime d'à peu près 1 mois de salaire si on abattait un loup. Depuis 40 ans, on a une amende d'1 mois de salaire si on détruit un loup. Enfin, le mot détruire était un mot qu'on a utilisé pendant 3000 ans. Maintenant, on emploie le mot réguler, parce que le loup est un animal avec lequel on prend des pincettes. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire. Et c'est un véritable problème de société que finalement on parle de gérer le loup. Ça veut dire le réguler, ça veut dire le détruire là où il est le plus menaçant que d'autres. Et ce que vient de dire le président de la République hier, ce n'est que la prise de conscience d'une évolution politique qui se fait depuis 10 ou 15 ans, qui montre qu'il faut avoir un discours territorialisé. Alors on va le rappeler, ce qu'a dit Emmanuel Macron, effectivement, lors de la visite il y a quelques jours du Salon d'agriculture. Il a déclaré qu'il comptait, et c'est une nouveauté, réguler de manière pragmatique la population de loups qui s'est développée sur la France. C'était évidemment intelligent. D'abord, une première chose qu'il faut dire aux téléspectateurs, c'est que le statut actuel du loup, il n'est pas sanctuarisé, contrairement à ce qu'on voudrait le dire aux éleveurs. Il suffit que la France et les autres pays de l'Europe décident de déclasser le statut du loup, ne serait-ce qu'en animal simplement protégé, et pas strictement protégé, pour que les choses changent. Simplement, il faut un accord au niveau de l'Europe. Mais pour cela, il faut qu'il y ait plusieurs États qui acceptent à Strasbourg, évidemment, de demander ce changement. Les Suisses le font actuellement. On marche sur la tête. C'est la Convention de Berne qui protège le loup, et c'est les Suisses qui sont les premiers à demander le déclassement du loup. Mais il n'y a pas que les Suisses. Les Italiens le demandent. Les Espagnols ont pris des dérogations pour chasser le loup au nord du Duero. Il n'y a que les Français qui se sont fait prendre pieds et poings liés par des tractations idéologiques à l'insu même du ministre de l'Environnement de l'époque, Ségolène Royal, qui ne l'a appris que 2 ans après par son successeur Michel Barnier. On ferait un historique du début du retour protégé du loup, on serait surpris. Et on ne pourrait que comprendre les éleveurs qui ont été floués au début, parce que l'État leur a dit que c'était des chiens errants qu'attaquaient leurs troupeaux, alors que c'était faux.
C'était sciemment faux. C'était pour assurer les derniers décrets de protection du loup. Donc à partir de cela, on comprend qu'il y a un divorce qui s'est créé. Il faut aller contre ce divorce et je pense qu'on y va. On commence à avoir un peu de raison, à comprendre qu'il faut faire preuve de discernement. Le loup doit nous pousser à être un peu intelligents, à éviter l'esprit idéologique et surtout à montrer que les choses se règlent cas par cas, territoire par territoire. On ne peut pas avoir une vision monolithique, unique, pour tous les espaces à l'échelle de toute la planète. Philippe Brossat, en attendant une éventuelle régulation des loups, vous essayez aussi de vous protéger comme vous pouvez dans les alpages. Vous avez des chiens, on a vu des patous, on a des chiens turcs aussi qui sont apparemment assez gros. Ouais. Pour revenir sur le mot régulation de M. Macron, le président, réguler, ça veut dire quoi réguler? Réguler, nous, ça fait déjà quelques années qu'on nous dit à partir de 500, on arrête. On ne laisse pas le nombre augmenter. On régule à combien? On régule à 500. À 500, c'est invivable. Si c'est pour réguler à 500, ça fait 5-6 ans qu'on le sait, que ça va s'arrêter. Pour moi, pour l'instant, c'est un effet d'annonce. On régule à 250. On régule quoi? C'était prévu à 0 attaque sur les troupeaux. Moi, je veux bien, on régule, ok, 0 attaque sur les troupeaux. Ça, c'est concret, c'est factuel. Là, on voit. Réguler combien, quand, où? Le nombre de loups, le nombre d'attaques, le nombre de brebis tuées. Donc vous attendez de voir pragmatique ce que va donner cette annonce politique. Voilà. Pour l'instant, on ne tire pas des plans sur la comète. On verra dans les faits ce qui va réellement se passer. Autre point, dernier point important que je voulais aborder avec vous, en attendant une régulation, vous essayez de vous défendre comme vous pouvez. On a vu, vous avez des chiens spécialisés qui attaquent, qui sont capables d'attaquer les loups, de défendre un troupeau. Mais la contrepartie, c'est que ça entraîne aussi là, des perturbations, on va dire, ou des troubles dans l'activité touristique et avec le grand public. C'est sûr que rapidement, on a compris que si on voulait survivre, il fallait qu'on s'équipe, il fallait qu'on s'adapte, qu'on fasse ce qu'on pouvait pour pouvoir aller un petit peu plus longtemps dans notre carrière. Et ben, on a pris des chiens, de protection. Alors actuellement, effectivement, on est tous sur le montagne des Pyrénées, montagne des Abruzzes, qui sont des chiens qui ont un comportement, on va dire, de proximité par rapport au troupeau, qui va se contenter d'éloigner l'intrus. Alors ça peut être un intrus loup, ça peut être un intrus homme. Mais maintenant, on voit de plus en plus, c'est une espèce de montée en puissance. On nous incite à se protéger plus. Donc, oui, mais ça veut dire que les touristes, du coup, quand ils viennent en montagne, se plaignent, ils voient des chiens, ils ont peur des chiens, ils vous demandent de les enlever. Mais les touristes, c'est logique qu'ils se plaignent. Pour moi, la montagne, c'est un espace de liberté, pour tout le monde. L'éleveur, le touriste, le citadin, les gens qui travaillent de la montagne, ça peut être les hôteliers, ça peut être les restaurateurs. On comprend qu'on gêne. Mais on nous demande et on est obligé de se protéger. Donc forcément, il y a une montée en puissance. Moi, j'ai 200... J'emmène en montagne 200-250 ovins, j'ai 4 patous. J'en ai 4. Voilà. Et peut-être que demain, j'en aurai 5. On arrive en fin de cette émission. Je voudrais que la parole de fin soit pour vous, Philippe Brossat, qui est venu témoigner. Lorsque l'on a voulu monter ce programme avec la MSA, les éleveurs ne voulaient pas venir témoigner sur le loup, peur de s'en prendre plein la figure, surtout dans un salon d'agriculture, en milieu urbain ici, peur de ne pas être compris. Là, j'espère que l'on a entendu votre détresse et entendu ce que vous vivez, et en tout cas entendu un autre point de vue, une autre opinion. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle est votre réaction à l'issue de cette émission, de ce débat en plein public où on voit beaucoup de gens s'arrêter autour de nous? C'est effectivement ça. Alors, peur d'en prendre plein la figure, on est habitué, ça ne nous dérange pas plus que ça. Mais moi, si j'ai un souhait, c'est qu'on essaye de faire pour une fois un peu table rase de tout ce qui s'est dit, de plein de choses, qu'on s'écoute et puis qu'on ouvre les yeux, qu'on essaie de regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce qu'une attaque, maintenant, c'est devenu anodin. On se fait attaquer. On se fait attaquer. C'est comme ça. Voilà. On voit le nombre d'attaques qui augmente, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a dessous. Ça, on ne le voit pas. Donc, ouvrons les yeux, regardons la réalité de terrain. Regardons ce qui se passe actuellement sur le terrain, ce que vivent les éleveurs. Les nuits passées, moi j'ai un collègue qui a vécu pendant 15 jours, 3 semaines, dans une tente quechua sous la pluie, à 2000 mètres d'altitude. Une tente, c'est fait pour partir en vacances, c'est pas fait pour travailler avec. Une tente 2 places, il se couche trempé, il se lève trempé, il dort 4 heures par nuit. Mais je sais pas, on est en train de parler de 35 heures, on parle de plus de liberté, de plus de loisirs, de qualité de vie. Et on impose ça aux éleveurs et personne ne dit rien, les gens ne le savent pas. Et pourtant,
Et pourtant, vous ne demandez pas l'extermination complète du loup. De toute façon, il faut pas rêver. L'éradication du loup, on ne l'aura pas. Et nous, maintenant, il y a longtemps qu'on ne la demande plus. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on prenne en compte les réalités de terrain, qu'on prenne en compte ce que les agriculteurs vivent et qu'on essaye de baisser la pression. Quand le président Macron dit on va réguler, ok, on régule, mais comment? Combien? Où? On dit plus d'attaques sur les troupeaux, ok, on régule comme ça, nous on est d'accord, on y va. Après, le loup, il peut très bien faire sa vie ailleurs, moi il ne me dérange pas plus que ça, hein. Moi je trouve que c'est un animal fantastique. J'ai rien contre lui, c'est les dégâts qu'il occasionne, c'est cette espèce d'omerta, c'est cette chape de plomb qu'il y a actuellement sur ce loup, c'est ces non-dits, c'est tout ce qu'on ne veut pas voir, on y met de côté, c'est ça qui est le plus blessant. Donc pour prendre des coups dans la gueule, ça ne nous fait pas plus peur que ça, mais il faut qu'on nous prenne en considération. Voilà. Et moi, ce que je voulais rajouter, c'est que pour moi, aussi bien ce flyer que ce film, c'est un message d'espoir. Enfin, à la fin, ça se termine sur 2 jeunes qui doivent avoir 25 ans. Ils lâcheront rien, eux. Moi, j'ai ma fille qui a leur âge, elle ne lâchera pas. Ils seront encore là demain, après-demain. Peut-être qu'il y aura des attaques tous les jours. Ils vont peut-être prendre le fusil. Ils vont peut-être se promener avec le fusil dans la voiture. Moi, j'ai ma fille, elle a le fusil dans la voiture tous les jours. Tous les jours, elle va en alpage avec le pétard dans la bagnole. Ça, il faut l'entendre aussi. Enfin, on est en 2019 et il y a des gens qui se promènent avec des fusils dans les voitures. Et ça n'a pas l'air de toucher grand monde. Mais le message que moi je veux faire passer, c'est on ne lâchera pas. On ne lâchera pas. Merci beaucoup, Philippe Rossa. Merci à tous ceux qui sont venus témoigner autour de la table et nous donner une autre vision, j'espère, en tout cas matière à réflexion pour chacun se fasse son opinion en connaissance de cause du loup et des conséquences du retour du loup. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau magazine sur la télé de la MSA. Thank you.